Bonjour Laurent Berger, nous Bonjour. allons bien sûr parler de Matignon ce matin. Jean Castex quitte Matignon. Est-ce qu'il a été plus qu'un collaborateur du président à vos yeux? Quel est son bilan? Est-ce qu'il a un bilan à Matignon? Il a été Premier ministre pendant la période la pire, c'est-à-dire la période de pandémie. Et pendant cette période-là, il y a eu de la protection des entreprises, mais il y a aussi de la protection des citoyens et des travailleurs. Donc voilà, moi je tiens à le dire, c'est une personne avec qui écoutait, avec qui on pouvait avoir des désaccords, mais avec qui on pouvait construire. Donc je pense qu'il a un bilan et il est tout à fait respectable. On n'a pas été d'accord sur certains points, mais je crois qu'il a apaisé d'une certaine manière dans un moment qui était assez compliqué. Ça, ce serait le profil favorable pour le futur ou la future Première ministre, continuer dans cette tonalité-là, avec de la concertation, de l'écoute. Là, on était en période défensive d'une certaine manière parce qu'il y avait la crise sanitaire. Non, le profil, c'est quelqu'un qui va co-construire, qui va prendre les défis de face. Les défis, c'est des défis sociaux énormes. La question du pouvoir d'achat, mais pas simplement, la question de l'évolution du travail, la question de l'emploi, et puis les questions aussi de transformation de nos modèles. On voit bien qu'on regardez, c'est la météo encore ce matin, enfin on a un vrai problème de transition écologique à mener de façon délibérée. Donc il va falloir quelqu'un qui écoute et qui co-construise. Il faut que ce soit une femme? Écoutez, je ne sais pas, mais ça serait quand même bienvenu que dans notre République, enfin, on n'est pas à se poser la question, que ce soit naturel. Et je crois que naturellement, moi je trouve que ce serait bien qu'il y ait davantage de femmes au poste de responsabilité. C'est pas secondaire. Non, c'est pas secondaire. Le fait de s'imposer. Non, mais je vous pose la question parce que ça a été dit ce week-end. Il faut que ce soit à un moment donné un choix, une volonté politique affirmée de dire cette fois-ci on met une femme et ce ne sera pas la prochaine fois. Moi je compare à parce que personne n'est là-dessus n'a pas d'effort à faire pour aller passer la vitesse supérieure. Moi je compare à ce qui est fait à la CFDT. Nous, on a maintenant, nos instances dirigeantes sont composées totalement à parité. On a des responsables femmes dans beaucoup de postes où ça n'était pas le cas auparavant. C'est toujours un atout parce que c'est toujours basé sur la compétence. Et donc, je crois que oui, à des moments donnés, il faut faire un choix délibéré. Et moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui que ce soit des femmes qui, en partent, à leur juste place, c'est-à-dire à parité, exercent des responsabilités dans ce pays. Et c'est quand même, depuis Mme Cresson, on n'a pas eu de première ministre. Le nom d'Elisabeth Borne a beaucoup circulé. Est-ce que c'est un profil qui vous paraît correspondre à l'époque, au moment? Est-ce qu'elle a des qualités? Vous savez, moi, je ne suis pas responsable du casting, donc je ne vais pas commenter Je préfère commenter ceux qui sont passés, parce que ceux-là, c'était plus facile, on sait qui c'était. Mais moi, je la connais, je l'ai côtoyée comme ministre du Travail. C'est rugueux, parfois, dans la confrontation. Il faudra sans doute faire un effort d'écoute et de co-construction davantage. Mais voilà. Je veux dire, en tout cas, est-ce que vous diriez ce matin que le suspense n'a que trop duré? Vous savez, en fait, moi, je suis un militant du réel. Le réel, c'est des difficultés de pouvoir d'achat de plus en plus prégnantes. C'est une interrogation sur les défis qui sont à relever en termes de transition écologique, de lutte contre les inégalités, de revivification de la démocratie. On ne peut pas dire qu'on soit dans une très bonne période au niveau démocratique. Eh bien, on a besoin de passer à l'action maintenant. Et là, on est dans un entre-deux qui a un peu duré. 1 500 €, ce serait une des décisions de Jean-Luc Mélenchon s'il arrivait aux responsabilités, si la NUPES l'emportait aux législatives, alors qu'il est à 1 300 €. Ça vous paraît être le bon niveau? Est-ce que c'est réaliste? Et moi, je crois qu'on fait une erreur quand on concentre tout le débat autour du salaire sur la question du SMIC. Je vais vous donner un exemple. Depuis la revalorisation automatique du SMIC, et c'est bienvenu qu'il y ait une revalorisation automatique du SMIC basée sur l'inflation. Mais depuis la revalorisation, il y a 144 branches depuis le 1er mai sur 171 où les minima de branches sont en dessous du SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des millions et des millions de travailleurs sont payés après plusieurs années d'expérience, toujours au SMIC. C'est vrai, y compris dans les fonctions publiques. Aujourd'hui, il y a 7 niveaux de la catégorie C, c'est-à-dire la catégorie la plus basse des fonctions publiques, qui sont en dessous le SMIC. Ça veut dire que vous travaillez, vous faites valoir vos expériences, vos compétences tout au long, et vous n'augmentez pas vos salaires. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est de contraindre les branches professionnelles et de contraindre l'employeur public à avoir le niveau minimal qui est au SMIC et très rapidement derrière, des augmentations en fonction de l'évolution. Et je crois que c'est ça le vrai sujet. Et donc, on a besoin d'un débat sur les salaires, la répartition de la valeur dans les entreprises, et pas simplement de slogans. Un débat sur les salaires avec les entreprises qui ne montre pas suffisamment de bonne volonté à vos yeux? Sur l'augmentation des salaires, ça fait depuis septembre dernier qu'on parle de la nécessaire augmentation des salaires. Il y a eu des augmentations, si vous voulez. En fait, on a un double phénomène. Il y a eu des augmentations dans un certain nombre de branches, dans un certain nombre d'entreprises, sous le biais par la pression qu'on a exercée, notamment par la négociation collective. Mais on est rattrapé par l'inflation.
Et là, il n'y a pas assez de boulot qui est fait, c'est sûr, dans les branches professionnelles. Il faut contraindre les branches professionnelles à avoir des minima de branches qui soient au SMIC et pas en Quand vous dessous. dites il faut contraindre, ça veut Eh dire bien, quoi? il faut les contraindre à négocier dans les 3 mois, quand il y a une revalorisation du Qui? SMIC. Les syndicats? L'employeur, Qui doit contraindre? l'État doit contraindre et, à défaut, regarder comment les aides versées aux entreprises sont conditionnées à de la vivacité. L'État peut contraindre les entreprises? L'État, il verse des aides aux entreprises. Ouais. Hein, il octroie même des allégements de cotisation jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Eh bien, si vous dites, écoutez, si vous continuez à avoir des niveaux en dessous du SMIC dans vos niveaux de classification, on va revoir les dispositions de versement d'aide. Vous savez, le problème aujourd'hui... Oui, le donnant-donnant. Aujourd'hui, le problème pour nombre de Français, c'est de pouvoir boucler les fins de mois. Et ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité. C'est une réalité concrète pour nombre de travailleurs, qui sont notamment ces travailleurs essentiels, qui ont été là pendant tout le confinement et qui, aujourd'hui, ont le sentiment qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont cantonnés à des bas salaires, voire à des niveaux Quand vous dites en dessous. C'est qui on? Eh bien, je crois que les entreprises, un certain nombre d'entreprises ou de secteurs professionnels ne jouent pas le jeu. Qui? Je crois que Rentrons dans le détail, parce qu'il y a eu des négociations qui ont été menées, vous l'avez dit, il y a certains qui ont joué le jeu, qui ne jouent pas le jeu. La propreté ne joue pas le jeu. Il y a un sujet autour des banques aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu. Il y a un sujet dans la fonction publique, notamment territoriale, ça ne joue pas le jeu. Donc il y a un certain nombre de branches qui ne fonctionnent pas. 144 sur 171, donc vous voyez, je peux vous en citer pendant un moment. Il y a les salaires, naturellement, puis il y a aussi la question des prix. Le MEDEF dit qu'il faut passer aux mesures ciblées. On ne va pas pouvoir imprimer des billets éternellement, dit Geoffroy Roux de Bézieux. Il a raison. Il faut passer aux mesures ciblées sur les aides aux citoyens. Je crois que c'est absolument indispensable. Sur les carburants, sur l'alimentation. Oui, il faut aider davantage ceux qui sont le plus en difficulté dans notre pays. Par contre, il faut des augmentations salariales pour tous les bas revenus aujourd'hui, pour tous les bas salaires. Et donc, il a une part de responsabilité. Je crois que le patronat, il ne va pas pouvoir s'exonérer. Il s'est passé quoi pendant ce confinement? C'est vrai, on a soutenu les citoyens, mais on a beaucoup soutenu les entreprises. Et je vais vous dire, les syndicalistes, ils l'ont réclamé, de soutenir l'économie. Maintenant, il va falloir rendre un peu. Et il y a 2 cas de figure, c'est vrai. Il y a le cas de figure des marges qui sont réalisées. On sait qu'il y en a. Regardez les dividendes qui ont été versés, c'est bien parce qu'il y a eu des profits aujourd'hui dans les entreprises. Elles n'ont jamais été aussi fortes pour certaines entreprises. Là, il y a un problème de répartition de la valeur créée dans l'entreprise, de la richesse créée. Pour d'autres, il faut des soutiens. Des soutiens à des revalorisations salariales. Et puis, il faut des mesures pour les ménages. Des ménages, et c'est vrai qu'on a un petit problème, c'est que parfois, on arrose le sable. C'est pas pareil d'aider un salarié à se rendre au travail. C'est pas pareil d'aider un salarié pour se rendre à son travail, parce qu'il est obligé d'utiliser son véhicule personnel, que d'aider quelqu'un à partir en week-end. C'est pas la même chose. Et donc vous êtes raccord avec le MEDEF sur les mesures ciblées? C'était juste pour savoir. Oui, mais c'est pas que l'État qui doit faire. C'est aussi l'État, il doit impulser, et les collectivités territoriales, par exemple, peuvent le faire dans les Hauts-de-France. Il y a une mesure ciblée pour les personnes qui font plus de 20 km pour aller au travail. C'est plus urgent que la réforme des retraites. Bien sûr. Mais vous savez, d'abord, il n'y a pas de réforme des retraites. Non, mais il y a une volonté peut-être, non, quand même. Mais d'abord, il faudrait qu'on nous dise pour faire quoi. Pour travailler jusqu'à 65 ans. Non, mais clair, ça, c'est pas un objectif, ça. Ça, c'est un chiffrage. C'est idéologique. C'est juste parce que c'est un slogan. Le système des retraites, aujourd'hui, l'effet du baby-boom passé, il sera à l'équilibre. Donc la question, c'est de la justice dans le système des retraites. Si vous allez à 65 ans, vous pénalisez ceux qui ont commencé à travailler tôt, vous pénalisez. Vous êtes bien conscient que ça va être un peu votre sujet de la rentrée quand même. Oui, mais je dis, puisqu'on a parlé tout à l'heure du futur locataire ou de la future locataire de Matignon, je dis warning, attention. Attention, dans un moment où il y a une tension sur la question du pouvoir d'achat, il y a des sujets qui ne sont pas réglés sur la question de l'organisation du travail notamment. Je ne suis pas sûr que c'est le moment d'aller mettre la réforme des retraites sur la table. Vous dites warning, ça ressemble à une menace. Non, ce n'est pas une menace, parce que je ne suis jamais dans cette logique-là. Un avertissement. Oui, c'est un avertissement. Une traduction. Non, mais ça veut dire très clairement que la CFDT est opposée au report de l'âge légal à la retraite. Tout le monde le sait. Ça a été une surprise pour personne. On l'a dit, y compris pendant la campagne. Il faut regarder les choses autrement. Il faut améliorer la justice au sein du système de retraite par partition. Et ça se fait. C'est pas par les 65 ans que ça se fera. Juste un petit mot sur un sujet qui a beaucoup touché les gens qui nous regardent d'une manière générale, le sujet d'Orpea. La CGT et la CFDT font front commun pour demander à la Fédération internationale des services de revenir sur un accord avec Orpea. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'Orpea a fait de la répression syndicale au-delà des horreurs qu'ils ont commises par des soucis de rentabilité à l'égard des personnes qui résidaient dans leurs établissements. Ils ont fait de la répression syndicale auprès de tous les syndicalistes de la CGT, de la CFDT et d'autres pendant cette période, et qu'on a une fédération internationale qui signe un accord et qui donne le sentiment qu'Orpea serait rentré dans une forme de normalité et finalement d'être un peu honorable. Et ben non, c'est pas le cas, donc on dénonce cet accord. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'avoir été mon invité ce matin. Merci.